Allô, donc si possible, on va débuter parce qu'il est l'heure. On va pas prendre le temps à attendre. Ok, donc bienvenue à cette session conférence. C'est une conférence d'échange, comme je le précisais. Il s'agit de pouvoir échanger sur la thématique qui concerne aujourd'hui les SIG dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et comme vous le savez, on est dans une ère où les SIG dominent et l'information géographique est plus qu'importante dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine civil, militaire, dans presque tous les domaines, les SIG interviennent. Mais avec l'arrivée de l'IA, comment est-ce que les SIG se comportent? Comment est-ce que les utilisateurs se comportent par rapport à ce changement, par rapport à cette innovation? Donc, ce soit le sujet de notre discussion, de cette conférence. Donc, moi, je vais présenter de façon, on peut dire, globale les différents éléments, sinon les différentes informations qui tournent autour de ces deux notions, SIG et intelligence artificielle. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Il a partagé le PowerPoint. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint qui est partagé? Oui, oui, on voit bien. OK. OK. Donc, j'ai mis là ici le PowerPoint en mode diapo. Et donc, la conférence, je l'ai programmée, ça fait maintenant 3 semaines. Et il y a eu presque une centaine d'inscrits. Je pense que bon, après, certains n'ont pas pu se connecter à temps. C'est pas bien grave. On va faire avec ceux qui sont présents actuellement. Je pense que les autres vont se connecter au fur et à mesure. Donc, la conférence, bon, je me présente pour ceux qui me prennent pour la première fois. Moi, c'est Dr. Soe Eric. Je suis géographe de formation, mais je suis en même temps responsable du cabinet de formation en géomatique qui est situé à Boaké. Donc, nous sommes implantés dans la ville de Boaké en Côte d'Ivoire et nous intervenons dans presque tous les pays.
Et donc, il s'agit, j'ai travaillé sur plusieurs projets. Vous pouvez fermer le micro pour ceux qui n'ont pas la parole. C'est possible de fermer le micro pour ceux qui n'ont pas la parole. Les caméras ne sont pas nécessaires pour le moment. Je pense que c'est en fin de session. On va présenter peut-être, voir le visage un peu de tout un chacun. Les caméras ne sont pas nécessaires pour le moment. Donc, comme je le disais, je dirige ce cabinet depuis maintenant plusieurs années. Et donc, certains qui sont ici ont déjà eu à participer à plusieurs activités de formation avec le cabinet. Et donc, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est SIG, statistique, infographie et autres. Et donc, en ce début d'année, pour marquer l'ouverture des activités, le cabinet organise cette conférence qui semble intéresser un peu un grand nombre. Et nous allons débattre un peu là-dessus, discuter un peu. Donc, je vais présenter un peu le déroulé de cette conférence. Donc, ici, présenter un peu les études du webinaire, mais en même temps, bon, c'est en même temps le plan. Donc, il s'agit pour nous, durant tout ce webinaire, de faire une introduction, présenter l'évolution des SIG à travers le temps par rapport à l'intelligence artificielle, de montrer l'apport de l'intelligence artificielle au SIG, présenter les applications concrètes de l'intelligence artificielle dans les SIG et les outils et métiers SIG à l'aide de l'IA. Comment est-ce que les outils et les métiers ont évolué ou bien évoluent encore? Et par la fin, présenter les limites, les enjeux et les perspectives pour les SIG à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, au niveau de l'évolution des SIG, il faut dire que les SIG ont évolué. Et pour ceux qui utilisent les SIG depuis bien longtemps, ils savent que les SIG ont évolué. Si SIG, entendez par là, si c'est une information géographique, mais en parlant de SIG, généralement, on parle plus des logiciels SIG, parce que c'est avec ces logiciels-là qu'on arrive à concevoir ces systèmes d'information géographique. Donc ici, les SIG ont beaucoup évolué. On est passé de SIG classique au SIG intelligent aujourd'hui. Et pour ceux qui ont eu à utiliser ces différents logiciels, notamment ArcGIS, MapInfo, ainsi de suite, aujourd'hui QGIS qui est beaucoup en vogue et plein d'autres logiciels qui sont encore là, on remarque que les logiciels, au fur et à mesure que les mises à jour se font, il y a des volets qui s'ajoutent et surtout avec l'intégration de tout ce qui est programmation, c'est-à-dire langage de programmation comme Python, Java, dans les différents logiciels SIG, mais aujourd'hui, on a tendance à voir certains outils de l'IA dans les différents logiciels. Donc, les SIG ont évolué d'un niveau classique. Au niveau classique, les SIG étaient spécialisés dans le domaine de la cartographie simple, la consultation des données et les requêtes attributaires ou spatiales. Donc, avant, les SIG, notamment ceux qui ont connu le logiciel AView, pour ceux qui s'en souviennent, avec le logiciel AView, qui est un peu l'ancêtre de ArcGIS, il s'agissait de pouvoir visualiser, faire la cartographie, voilà. C'était juste des éléments basiques que nous trouvons basiques aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient des innovations. Et donc, les SIG classiques ont évolué pour aller vers les SIG analytiques. Donc, on est passé d'une phase classique où il s'agissait de visualiser les informations à une phase analytique où il s'agit d'analyser et d'expliquer des données spatiales qu'on interprète ou bien qu'on utilise dans les différents logiciels. Donc ici, il s'agit notamment des analyses spatiales, des modélisations et des statistiques. Donc les logiciels ont commencé à prendre une ampleur analytique et se démarquer uniquement que de sa fonction de visualisation. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des SIG intelligents
parce que nous sommes confrontés à une explosion de données. Et cette explosion de données-là fait que nous sommes obligés, pour gagner du temps surtout, de pouvoir utiliser certains outils afin d'exécuter rapidement nos travaux. Parce que si on veut rester au niveau des SIG analytiques ou classiques, il sera difficile pour nous de pouvoir être productifs dans le temps. Et donc, on a tendance à voir que les SIG deviennent plus intelligents et qui permettent aujourd'hui d'anticiper et d'automatiser les tâches. Et si vous remarquez bien, pour ceux qui utilisent les logiciels de télédétection, on voit qu'au fur et à mesure que les logiciels évoluent, les différentes fonctionnalités aussi évoluent. Et donc, les fonctionnalités, par exemple, de classification d'images, ainsi de suite, d'automatisation des tâches, au fur et à mesure, les logiciels deviennent un peu plus simples à utiliser parce qu'on cherche à aller vite. Mais cela est dû à l'intégration de tout ce qui est intelligence artificielle. Et on va le voir comment est-ce que l'intelligence artificielle a été intégrée dans les différents logiciels SIG au fil du temps. Donc ici, en récap, on voit que les SIG ont commencé avec la méthode classique pour aller à la méthode d'intelligence, passant de la visualisation à l'anticipation et à l'automatisation des tâches ou des travaux dans les logiciels. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle dans les SIG? Pourquoi l'intelligence artificielle dans les SIG? Cela s'explique par le fait qu'il y a explosion de données. Quand on dit explosion de données, aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir accès aux informations géographiques ou bien même aux informations de façon simple. C'est-à-dire, avec Internet, il y a une multitude d'informations qu'on peut avoir sans forcément faire beaucoup plus d'efforts. Et donc, ces informations-là ont explosé. Et aujourd'hui, on a une multitude de données qu'on peut utiliser pour pouvoir réaliser des produits SIG. Et donc, on est aussi dans le besoin de prendre des décisions par rapport aux différents problèmes que nous avons aujourd'hui dans toutes nos sociétés. Et surtout l'automatisation. Vous voyez que le monde industriel, sinon tout ce qui on peut dire, par exemple, tout ce qui est académique, enseignement, productivité, on cherche toujours à automatiser les tâches. Vous voyez aujourd'hui avec la robotisation dans certains secteurs d'activité, notamment dans l'industrie automobile et même dans presque tous les domaines, on tend vers une certaine autonomisation. C'est-à-dire qu'on veut déléguer les tâches, l'homme veut déléguer les tâches à l'intelligence artificielle afin de pouvoir mieux se fatiguer, mais gagner plus en temps et avoir surtout une bonne productivité. Parce que l'objectif ici, avec l'IA, c'est de pouvoir réaliser des travaux comme que peut-être avant on le faisait en une semaine, de pouvoir le réaliser peut-être en 15 minutes, je dis n'importe quoi, en 15 minutes. Un travail qu'on faisait en 3 mois, de pouvoir le réaliser en un jour ou 2 jours maximum. Donc, avec le fait que le monde évolue rapidement, il y a un besoin énorme. Tout le monde veut être rapide, on veut avoir les informations à temps. L'intelligence artificielle aussi qui vient pour accompagner a réussi à s'intégrer dans le monde des SIG. Raison pour laquelle son intégration a commencé, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est depuis un peu un certain nombre d'années, je dirais peut-être une trentaine d'années, que l'IA, l'intelligence artificielle, a commencé à s'intégrer, mais de façon progressive, mais surtout sur différentes formes. On va voir ça tout à l'heure au niveau de sur tout ce qui est catégorisation de l'intelligence artificielle. Et donc, ce besoin d'intelligence artificielle-là nous permet de voir les interactions, sinon les enjeux qui existent entre l'IA et les SIG. Voilà, la complémentarité va se trouver à quel niveau?
Les SIG font allusion ou bien évoquent tout ce qui est information spatiale. Et donc, qui dit SIG parle d'espace. Alors, les SIG, c'est la localisation, la cartographie, l'analyse de l'espace. Alors que l'IA, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est l'apprentissage. Vous êtes censé savoir que l'intelligence artificielle n'est pas née seule. Et c'est selon certaines informations que l'homme lui enseigne qu'il arrive à pouvoir automatiser les tâches. Donc, on peut dire, c'est un outil d'apprentissage que l'homme arrive à domestiquer à travers tout ce qui est langage de programmation. On arrive à donner beaucoup d'informations à l'intelligence artificielle afin qu'il puisse rapidement exécuter certaines tâches qu'on aurait mis assez de temps pour réaliser. Et donc, ici, on est dans un contexte de complémentarité. À ce contexte de complémentarité-là, au niveau des SIG, surtout dans un contexte spatial, permet aujourd'hui aux SIG de pouvoir fournir des prédictions spatiales, une automatisation des tâches et des décisions intelligentes. Donc, c'est là que se trouve la complémentarité, c'est-à-dire que les SIG ne viennent pas remplacer, et l'intelligence artificielle plutôt, ne vient pas remplacer les SIG, mais l'intelligence artificielle vient pour compléter les SIG afin de booster la productivité des utilisateurs SIG. Donc, il ne faudrait pas que les gens puissent s'effrayer pour dire, bon, dans 20 ans, les SIG vont disparaître. Non, parce que jusqu'à présent, l'IA n'a pas encore assez de fonctionnalités, sinon assez de force ou bien de capacités à pouvoir faire ce que les SIG font. Peut-être à la longue, je dis à la longue parce que les choses continuent d'être perfectionnées sur les IA. Peut-être à la longue, il y aura certaines fonctionnalités que l'intelligence artificielle pourra faire sans forcément passer par les logiciels SIG. Donc, ici, quels sont les différents types d'IA, d'intelligence artificielle qu'on retrouve dans les SIG? On a trois principales, ou bien pour être principal, types d'intelligence artificielle qu'on retrouve dans les SIG. Et ces intelligences artificielles-là ont progressé au fur et à mesure. Donc, ici, comme ça, les quatre types d'IA, bon, quatre, ce type d'IA, on a trois types. Le premier type, c'est le type du machine learning, c'est-à-dire apprentissage automatique. Par exemple, c'est ce qu'on utilise, ou bien c'est ce qu'on utilise le plus souvent dans les logiciels Envie et les logiciels qui permettent de faire tout ce qui est classification supervisée, ou bien tout ce qui est prédiction géospatiale. Alors, les machine learning, comme je l'ai dit, c'est en fonction des données qu'on donne à la machine que la machine arrive à reproduire, sinon à reconnaître les différentes informations qu'on lui a données et à faire un traitement automatisé en fonction de ce qui lui a été donné comme information. Après, nous avons le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage en profondeur, qui est basé sur des réseaux de neurones, détection des structures et des données massives. Donc, vous allez vous rendre compte que certains éléments, au fur et à mesure que les logiciels SIG ont évolué, il y a encore eu des améliorations au niveau de l'apprentissage des machines. Et nous avons le computer vision qui permet aujourd'hui, avec tous les outils qu'on aura à voir dans les logiciels, qui permettent aujourd'hui de s'entraîner, notamment sur les images satellitaires, parce que c'est là-bas que se trouve le plus gros travail. C'est sur les images que l'intelligence artificielle arrive à vite apprendre par rapport aux fichiers vectoriels qui sont un peu plus complexes pour lui. Et donc, avec la fonctionnalité Computer Vision, suivant le type d'IA Computer Vision, l'intelligence artificielle arrive, à travers les images qu'on lui donne, à pouvoir apprendre sur les différentes informations géographiques qu'on lui envoie. Et donc, aujourd'hui, là,
l'IA est arrivée avec toutes ces étapes-là, l'IA s'est renforcée dans les différents logiciels de système d'information géographique. Voilà. Et donc, aujourd'hui, à partir des données qu'on lui confie, l'IA, c'est-à-dire le machine learning, le deep learning et le computer vision permettent aujourd'hui de pouvoir réaliser des travaux de qualité. L'IA, on va voir l'IA en fonction des différents domaines utilisés dans le monde SIG. Donc ici, par exemple, au niveau de la télédétection intelligente, quand l'IA automatise et prédit l'analyse des images satellitaires et drones, donc ici, les fonctionnalités au niveau de la télédétection intelligente, il s'agit de la classification d'images, la détection des changements, l'extraction intelligente, la prédiction environnementale. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont intégrés notamment à QGIS qui permettent de pouvoir faire des prédictions de changements par rapport à, par exemple, deux images. Par exemple, si tu as une image de 2000, une image de 2010 et que tu souhaiterais avoir une image de 2030 en fonction des données qui ont été intégrées, l'IA peut permettre de pouvoir, ou bien l'outil peut permettre de pouvoir projeter l'image pour voir est-ce que c'est la végétation qui va augmenter ou bien est-ce que c'est l'habitation qui va augmenter. Donc, l'IA permet de faire des prédictions aujourd'hui dans les logiciels SIG, beaucoup plus dans le domaine de la télédétection. Donc, ces applications concrètes, surtout au niveau des occupations du sol, notamment l'agriculture et l'urbanisation, au niveau de l'environnement, c'est-à-dire à travers l'érosion et les inondations, au niveau de la santé et des risques, à travers les zones à risque. Et donc, les outils, ça dépend aussi de l'utilisation des outils. Ça ne veut pas dire que lorsque tu prends une IA, elle est spécialisée directement à l'urbanisation. Non. Tu peux prendre un outil dans un logiciel qui possède des fonctionnalités IA, mais qui peut te permettre de pouvoir faire ressortir les différentes informations selon le contexte ou bien selon le domaine que tu choisis. Au niveau de l'urbanisme, l'IA optimise la gestion de la ville en analysant les données spatiales et en prédisant des besoins. Comme je l'ai dit, il y a des outils dans les différents logiciels qui permettent de pouvoir faire des prédictions en milieu urbain, surtout avec les différentes données que vous lui fournissez. Retenez bien que c'est en fonction des informations que vous lui fournissez que lui agit. Ce n'est pas parce que tu as IA, par exemple dans A10 ou bien dans QGIS ou bien dans quoi, que lorsque tu mets une donnée, lui, il prend en même temps automatiquement et puis il commence à travailler dessus. Non, ce n'est pas comme ça se comporte. Et même ceux qui utilisent certains outils ou bien certaines applications en ligne de l'IA comme ChatGPT, DeepSeek, Copilot, vous savez bien que si vous ne vous donnez pas des instructions ou bien certaines informations, par exemple, si vous ne chargez pas un fichier, ou bien si vous ne chargez pas un test, ou bien si vous ne lui donnez pas un prompt, lui ne peut pas générer des informations qu'il n'a pas. Voilà, donc c'est en fonction du domaine dans lequel vous vous trouvez. Si par exemple vous travaillez sur l'urbanisme, il y a certains outils qui permettent de faciliter le travail en milieu urbain. Je pense qu'on va citer quelques-uns au fur et à mesure qu'on va évoluer. Au niveau aussi de l'environnement, du climat, voilà, à partir de l'IA, on peut faire beaucoup de travaux, notamment au niveau de l'analyse des données climatiques, précipitations, température. Vous pouvez faire des analyses statistiques avec certains outils IA. Et ces outils IA-là ne sont pas forcément intégrés au logiciel, hein, parce qu'il faut comprendre ça. Il y a des outils qui sont intégrés au logiciel, mais il y a des outils qu'on peut utiliser hors du logiciel afin de pouvoir traiter les données et enfin les cartographier au niveau du logiciel qu'on souhaite. Parce que l'objectif ici, c'est de pouvoir automatiser la tâche. Ça va? Donc, en dehors de l'environnement, dans la santé, on a aussi le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Voilà, ça permet d'optimiser les zones agricoles. Par exemple, aujourd'hui, on a des drones qui sont dotés de capteurs ou bien d'intelligence artificielle qui permettent aussi de créer des liaisons, des connexions avec, par exemple, un certain récepteur de données
Et à partir des images que le drone capte, l'intelligence artificielle, en fonction des données que tu lui as données, c'est-à-dire en fonction, par exemple, tu peux lui dire, si le blé mûrit, c'est qu'il doit être, par exemple, de couleur orangée. Et donc, en fonction de la couleur ou bien en fonction des informations que vous lui donnez, lui peut détecter à travers les informations qui sont recueillies par le drone les zones qui sont mûres, c'est-à-dire là où le blé est arrivé à maturité. Et ça permet de pouvoir voir sur l'espace agricole quelles sont les zones où on peut commencer déjà la récolte ou bien quelles sont les zones où on doit optimiser le rendement ou bien voilà, accélérer tout ce qui est arrosage et tout ce qui est entretien de parcelles. S'il vous plaît, fermez le micro. Après, si vous avez la parole, vous allez prendre la parole. Fermez le micro, fermez la caméra. Fermez le micro, fermez la caméra. OK. Donc, on va voir maintenant les outils IA, quelques outils IA qui sont utilisés dans les systèmes d'information géographique. Donc, les outils IA, comme je le disais, on a les outils de machine learning, de deep learning et de computer vision. Monsieur Conan, si vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. Monsieur Conan Donatien Amani, si vous pouvez fermer le micro. Fermez le micro, fermez la caméra. Merci. Donc, ici, on a les outils IA. On va voir quelques outils IA hein, dans les différents logiciels SIG. Donc, les outils IA, on a les outils de machine learning, notamment, leur utilité principale, c'est l'apprentissage à partir des données spatiales. Et donc, ils sont dans les domaines d'application comme la classification et l'occupation du sol, le zonage, les risques de prédiction spatiale. On a le deep learning qui permet d'analyse avancée d'images complexes, par exemple, détection des bâtiments, de routes, de culture de zones. Ces outils-là sont beaucoup plus, moi je les trouve plus dans QGIS, parce que dans QGIS, on a des développeurs qui développent ces petits outils-là, ces extensions-là, qui permettent de faire certains travaux intelligents. Dans ArcGIS Pro, je pense qu'il y en a aussi, mais comme moi, je n'ai pas ArcGIS Pro, je n'ai pas la licence, à part ceux qui ont les versions craquées qui utilisent. Moi, je n'ai pas ArcGIS Pro, mais je pense que là-bas aussi, il y a des versions assez avancées de l'intelligence artificielle, des outils d'intelligence artificielle. Et on a les outils de computer vision voilà, qui font des compréhensions automatiques des images. Donc, ils permettent de faire des reconnaissances d'objets, des extractions de formes, des analyses d'images, drones, ainsi de suite. Donc, on a les outils de classification d'images et même ce que vous utilisez dans Envie pour faire la classification d'images, c'est une forme d'intelligence artificielle. Voilà, peut-être c'est maintenant que la notion d'intelligence artificielle sort, mais c'est une forme d'intelligence artificielle. Lorsque vous sélectionnez des randoms, c'est-à-dire des ROI, que vous donnez à Envie pour dire, bon, telle zone que j'ai sélectionnée là, c'est l'eau, telle zone c'est la forêt, telle zone c'est les bas-fonds, telle zone c'est les habitats. Quand vous faites ça, vous donnez à la machine et puis après, vous exécutez la classification. Ah, le résultat sort après. Le résultat, là, il vient d'où? Il y a une machine qui a traité, il y a un programme qui a traité l'image et qui a pu faire ressortir le résultat. Et donc, ça, ce sont des formes de machine learning. C'est une forme de machine learning qui est une intelligence artificielle qui est intégrée au logiciel. Donc, on a ces classifications, même dans Google Earth Engine, pour ceux qui utilisent Google Earth Engine, ils savent qu'il y a des codes qu'on met pour pouvoir entraîner Google Earth Engine à pouvoir reconnaître certains éléments et selon la classification qu'on donne. Donc, c'est presque pareil. Dans QGIS, on a le SCP qui permet aussi de pouvoir faire les reconnaissances d'images. On a des outils de détection d'objets qui permettent d'identifier aussi les objets, des entités précises, par exemple les maisons, les routes, les parcelles. Donc, il y a des outils comme ça. Il y a des outils de détection des changements qui permettent de comparer des images multidates, comme je l'ai dit. Ça permet de pouvoir faire des projections, pour permettre de voir des évolutions dans le milieu urbain comme dans le milieu
environnementales, permet de se projeter, permet de percevoir les changements qu'il y a eu entre des périodes bien précises sur le même espace. Pour ceux qui ont travaillé, qui travaillent dans ARGIS, s'ils peuvent se souvenir de tout ce qui est, comment on appelle, matrice de truc, comment on appelle, matrice de, il y a une notion, et quand il fait la classification, matrice de changement, voilà, la matrice de changement, quand on obtient la matrice de changement, là, il y a des traitements qu'on fait pour pouvoir voir quel élément a changé au profit de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que les parcelles de végétation ont changé au profit de l'habitation? Est-ce que l'habitation a changé au profit de l'eau, ainsi de suite? Donc, la matrice de transition, voilà, la matrice de transition, la matrice de changement, tout ça, ça permet de pouvoir voir l'évolution ou bien les changements d'un phénomène par rapport à un espace précis. Ça aussi, c'est du machine learning et ça fait partie aussi de l'intelligence artificielle. Donc, les analyses spatio-temporelles, c'est-à-dire l'étude de l'évolution dans le temps, notamment les données climatiques, la croissance urbaine, les phénomènes saisonniers, et il y a les prédictions spatiales, voilà, comme on vient de le dire, tout ce qui est prédiction, qui permet d'anticiper sur les phénomènes futurs. Voilà. Et donc, ici, ce que vous devez comprendre, c'est que les outils, là, IA, là, existent, ou bien existaient même déjà, seulement que nous, on n'avait pas encore la notion d'intelligence artificielle. On se disait que c'est le logiciel qui faisait. Alors que ces outils-là existent depuis longtemps. Depuis qu'on utilise les logiciels-là, ces outils-là existent. Mais au fur et à mesure, ces outils évoluent. Et aujourd'hui, on vient de dire intelligence artificielle intégrée à tel logiciel. Pourtant, ça existait bien déjà. C'est vraiment que le niveau a un peu plus changé et ça a été amélioré par les concepteurs, les développeurs du logiciel. Donc, ici, les logiciels, on va avoir quelques IA intégrés, hein. Donc, au niveau de QGIS, on a des IA via des plugins, comme je le disais. On a des plugins, c'est-à-dire des extensions qui sont intégrées au logiciel. Voilà, notamment dans le domaine de la télédétection, c'est beaucoup plus axé là-bas. La détection d'objets, tout ça. Au niveau des ARGIS Pro, on a Geo AI, on a le Deep Learning aussi, qui permet de détecter les objets et faire la classification. Bon, moi, je n'utilise pas ARGIS Pro. Pour les utilisateurs, ils savent qu'il y a des fonctionnalités AI qui permettent de détecter les différentes formes d'occupation des sols, notamment les routes, les maisons, ainsi de suite. On a Google Earth Engine, voilà, qui aujourd'hui même est beaucoup plus utilisé pour les big data, c'est-à-dire pour les données sur le cloud. On a beaucoup d'éléments avec Google Earth Engine qui vont nous faire forcément utiliser l'intelligence artificielle. Et même, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez utiliser des outils d'intelligence artificielle pour créer ou bien pour coder un travail ou bien exécuter une tâche avec Google Earth Engine. Par exemple, vous pouvez concevoir votre code de Google Earth Engine sur des outils comme ChatGPT, Copilot, DeepSeek, pour pouvoir générer une fonctionnalité ou bien exécuter une tâche sur Google Earth Engine. Donc, vous voyez qu'à partir de là, à partir de l'intelligence artificielle, on peut maintenant utiliser même certains logiciels sans même connaître même le fonctionnement. Voilà, et c'est très pratique. J'ai beaucoup essayé ça et ça marche. Mais ça nécessite d'abord une connaissance préalable de tout ce qui est code, ou bien tout ce qui est fonctionnalité, ou bien mode de fonctionnement des logiciels en question. Parce que si vous ne savez pas comment les logiciels fonctionnent, vous ne pouvez pas aller demander, même si ChatGPT te fait sortir un code pour dire, bon, tiens, il faut utiliser. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avant d'utiliser, il te serait impossible de pouvoir utiliser les produits de l'intelligence artificielle là, dans ces différents logiciels. Et donc, on a le logiciel Envy, on a le deep learning orienté vers les images, donc l'extraction automatique de tout ce qui est route, bâtiment, donc la reconnaissance des différentes informations. Même quand on fait la classification supervisée ou même non supervisée, ce sont des formes d'intelligence artificielle qui sont déployées sur les images satellitaires. Et on a le SIG avec le langage Python ou R, qui sont des intelligences artificielles avancées pour ceux qui utilisent R Studio pour pouvoir faire la classification d'images
Ils savent que c'est assez intéressant et c'est assez fascinant de pouvoir faire, exécuter certains langages et avoir des résultats assez intéressants. Maintenant, ici, je vais présenter quelques outils un peu plus pratiques au niveau des trucs, de logiciel QGIS parce que bon, on va utiliser les logiciels open source pour ne pas avoir d'embrouille avec certains logiciels comme ArcGIS, ainsi de suite. Et donc, l'un des outils beaucoup utilisés au niveau des SIG, notamment dans le logiciel QGIS, c'est l'outil semi-automatique en classification qui est abrégé souvent qu'on appelle SCP. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, cet outil-là, c'est cet outil-là qui permet de pouvoir faire la classification d'imagerie satellitaire au niveau du logiciel QGIS. Alors, cet outil-là est un peu plus récent par rapport au logiciel Envy, où cette fonctionnalité-là existait un peu plus avant. Et ce qui est intéressant ici, c'est que avec le SCP, lorsque tu commences à détecter, c'est-à-dire lorsque tu commences à enregistrer, même avant même de pouvoir exécuter le résultat final, il y a une fonctionnalité qui te permet de pouvoir visualiser l'information ou bien le résultat selon les pixels que toi tu as déjà enregistrés. Donc, c'est un peu automatisé en même temps, c'est simultané. Donc, quand vous utilisez ça, c'est assez intéressant. Et donc, c'est valable dans tous les logiciels QGIS, hein. Mais vous devez installer l'extension SCP, hein, qui va permettre de pouvoir réaliser cette classification-là au niveau du logiciel QGIS. Donc, c'est dans le domaine de l'occupation du sol, notamment environnement, agriculture, urbanisation, qu'on utilise cet outil-là. Et donc, il faut sélectionner, c'est un peu comme dans Envie, on sélectionne certains échantillons et à partir de là, lui, il commence à automatiser la classification, même avant que vous ne lui demandez d'automatiser, hein, le résultat final. Le deuxième outil, c'est un outil, on appelle ça ZSKK, ZSAK, ouais, un peu compliqué, c'est un truc russe, mais c'est un peu similaire au SCP. Voilà. Il est beaucoup utilisé dans la classification d'images. Il faut savoir qu'avec QGIS, il y a plusieurs outils qui sont utilisés. Voilà, mais ça dépend aussi de l'orientation ou bien de comment est-ce que tu te sens plus à l'aise dans l'utilisation de l'outil. Donc, de la même manière qu'on utilise le SCP au niveau de l'image satellitaire pour faire la classification, on peut aussi utiliser ZSK, ouais, c'est ça, ZSK, pour faire la classification d'imagerie, mais selon une démonstration un peu plus différente par rapport au SCP. Donc, ce sont des outils qui sont présents au niveau de un QGIS. Vous voyez là dans les extensions, vous n'avez qu'à taper le nom et puis vous allez installer GESCA pour pouvoir faire vos manipulations d'images et obtenir vos résultats. On a aussi l'outil qu'on appelle le QGIS ML. Le ML là, c'est Machine Learning. Voilà, QGIS ML, c'est un algorithme, voilà, qui permet de s'entraîner, qui s'entraîne en fonction des informations que vous lui donnez. Et lui, à la fin, lui, il arrive à reproduire ça. Mais généralement aussi, il est un peu plus utilisé au niveau des rasters, parfois au niveau des vecteurs. Et moi, je ne l'utilise pas comme ça. Voilà. Parce que bon, avec le SCP et autres, j'ai beaucoup déjà, il y a des résultats qui sont assez, un peu plus avancés. Mais c'est beaucoup utilisé aussi. Donc, avec la curiosité, si vous avez assez de curiosité, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir entraîner, hein, pouvoir construire des modèles d'entraînement sur vos images satellitaires afin de pouvoir automatiser vos tâches. Et on a le deep learning dans QGIS, CNN, c'est une extension aussi, hein. Voilà. Donc, c'est une fonctionnalité deep learning qui est un élément aussi de l'intelligence artificielle. Donc, ça permet aussi de faire une extraction intelligente des bâtiments, des routes. Voilà, donc, ça permet de pouvoir détacher certaines informations. Mais toujours est-il dit que c'est vous qui allez lui fournir l'imagerie. Voilà, c'est-à-dire, c'est en fonction de l'image que tu lui donnes, là, que lui, il arrive à reconnaître certains bâtiments et autres afin de pouvoir les extraire. Mais toujours est-il dit que c'est l'intelligence artificielle. Donc, ça ne veut pas dire que ce qu'il fait là, c'est à 100% vrai pour dire que bon, le résultat qu'il a fait sortir, c'est ça.
Non. Quand il fait ressortir un résultat, à vous de comparer avec la réalité ou bien avec les données de terrain, afin de confronter les informations et voir si réellement ce qu'il a fait comme travail là est bon. Ça va? Donc ça, c'est quelques outils, hein. Il y en a plusieurs. Dans QGIS, il y a un outil qu'on appelle, j'ai oublié un peu le nom, et qui permet de faire la projection d'images. Il y a des outils même qui permettent de faciliter la numérisation, c'est-à-dire pendant que tu es en train de numériser ou même vectoriser un raster. Quand tu utilises l'outil, lui, il permet de détecter les lignes en même temps. Et donc, quand tu appuies, lui, il détecte directement les lignes et ça te permet de gagner du temps lorsque tu es en train de dessiner, par exemple, des routes ou même des cours d'eau, ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs outils, mais à vous de faire des recherches pour pouvoir les découvrir dans vos différents logiciels. Et donc, au vu de tout ça, avec l'intelligence artificielle, on a aujourd'hui un basculement et je pense que ceux qui sont là aujourd'hui, quand le plus souvent ils reçoivent des offres d'emploi ou bien des appels à candidature, ils voient que le métier de SIG est en train de changer. Voilà. Maintenant, on ne demande plus des compétences basiques. On demande, en plus d'être cartographe, on te demande encore d'avoir des notions, notamment en machine learning, en programmation, par exemple Python. On te demande d'avoir des trucs en compétences en drone. On te demande beaucoup de choses en même temps. Tout ça, là, c'est l'intelligence artificielle qui fait que le secteur est en train de changer. Donc, ici, par exemple, il y a des anciens métiers qui se sont transformés, qui sont devenus de nouveaux métiers ou bien qui se sont adaptés. Par exemple, ici, cartographe, aujourd'hui, on ne parle plus de cartographe, on parle d'analyste géospatial intelligent. On parle plus de technicien SIG, on parle d'analyste SIG augmente. Bon, avec des compétences, notamment en Python, vous voyez un peu automatisation, traitement d'images avancées. Quand vous remarquez même les offres, on vous demande toujours de maîtriser. Compétences truc demandé. Python, Java, truc CSS, HTML. On vous demande beaucoup de choses en même temps. Mais en plus de ça, vous devez maîtriser aussi les logiciels SIG. Donc, tous ces éléments qui sont venus bouleverser le métier SIG, c'est avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les gens se tournent plus vers la bonne productivité. Alors que qui dit bonne productivité parle forcément de l'intégration de l'intelligence artificielle au niveau de, voilà, YouTube. Oui, monsieur, attendez, je vais finir et puis on va passer à la section de questions. Donc, ici, on a ce tableau-là. Je pense qu'après, je vais vous donner le truc et puis bon. Vous allez pouvoir mieux lire et puis faire vos recherches pour mieux comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier ou bien les métiers SIG ont beaucoup évolué jusque-là. Et aujourd'hui, on a une exigence énorme qu'on demande aux responsables SIG ou bien aux techniciens ou bien aux cartographes. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que je maîtrise ArcGIS ou bien je maîtrise Envy ou bien je maîtrise QGIS et puis ne pas maîtriser les logiciels comme ou bien les langages de programmation comme Python, comme Java, vous pouvez utiliser Google Earth Engine, ou bien certaines programmations, mais certains logiciels comme Visual Code, ainsi de suite. Et puis ne pas, voilà. Donc, forcément, si vous devez être sur le marché, c'est forcément par là quoi, que ça doit commencer. Donc, après avoir vu un peu comment est-ce que les métiers ont eu à basculer au niveau de l'intelligence artificielle dans le domaine des SIG, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'intelligence artificielle aussi a des limites. L'intelligence artificielle a des limites, notamment au niveau de la qualité des données. Hein. L'IA dépend fortement de la précision et de la fiabilité des données spatiales. Donc, parfois, hein, si vous utilisez beaucoup l'IA, vous allez voir que vous avez des résultats erronés. Quand on dit résultats erronés, par exemple, pour ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT pour pouvoir faire des traitements de données, si vous demandez à ChatGPT, tiens, voilà mes coordonnées, ou bien tiens, voici mes informations, fais-moi ressortir la carte des temps. Vous allez voir que ChatGPT, il va vous faire beaucoup de bavardage et souvent à la fin, il te fait sortir un dessin avec des points, points. Et ces mêmes points-là ne sont pas souvent
bien orienté, ce n'est pas les coordonnées exactes. Vous avez dit, mais lui, là, il ne sait pas faire. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas faire, mais au niveau des SIG, il n'est pas encore entraîné à pouvoir réaliser certaines tâches géographiques. Parce qu'il a besoin de beaucoup d'informations pour pouvoir se retrouver. Donc, il y a aussi un manque de contexte territorial. Voilà. Donc, il ne comprend pas bien l'espace, les réalités sociales, culturelles et locales. Donc, si vous lui donnez une cartographie à exécuter, lui, il va cartographier l'élément sans tenir compte de beaucoup de contextes, c'est-à-dire beaucoup de choses dans l'environnement, mais sur le territoire en question. Et donc, on a des effets boîte noire, donc difficulté à expliquer les décisions des modèles complexes. Donc, il y a une faible transparence et les difficultés de justification scientifique. On a le coût technique élevé. On en a besoin de matériels puissants, c'est-à-dire des clouds, des licences. Donc, on a des accès limités pour des structures à faibles ressources. Voilà, donc, il y a certains outils IA dans certains logiciels, ou bien lorsqu'on les utilise, qui demandent souvent des espaces de stockage, ou bien même des ressources assez supplémentaires pour pouvoir bien fonctionner. Donc, ce sont aussi une des limites de l'IA. On a les compétences spécialisées requises. Donc, ça sont les trucs, les limites. Donc, on a une nécessité de profil SIG plus IA. Voilà, donc, il y a un manque de ressources humaines qualifiées. Quant au niveau des risques, les risques éthiques et sociaux, il y a les problèmes de la confidentialité et le biais algorithmique. Donc, les données, souvent, les décisions automatisées pouvant accentuer les inégalités. Donc, il y a un problème de fiabilité des données et même de la provenance des données qu'il vous donne. Assez souvent, lui, il va aller chercher des données multisources. Il peut vous donner des données dans un même tableau ou bien même faire des travaux, mais les données là ne proviennent pas d'une seule source. Ça peut provenir de 10 sources et lui, il associe ces données-là pour vous, hein, les données. Donc, il y a ce problème d'éthique au niveau de trucs. Donc, il y a la dépendance aussi de l'humain. Comme on l'a dit, l'IA ne remplace pas l'expertise géographique. S'il n'y a pas d'homme, l'IA ne peut pas fonctionner. Jusqu'à ce jour, on n'est pas encore arrivé à une autonomisation de l'IA. Ce n'est pas encore arrivé de façon concrète. Mais je pense que dans quelques années, ça sera automatisé. Je pense que l'IA va pouvoir fonctionner même sans l'être humain. Voilà, donc on a la nécessité d'un géomaticien pour interpréter et valider les résultats qui sont fournis par l'intelligence artificielle. Donc en conclusion, à l'aide de l'intelligence artificielle, les SIG évoluent. Voilà, ça évolue vers des outils d'analyse, de prédiction et de décision. L'IA ne remplace pas le géomaticien, ça renforce son lien. Voilà, son lien, son rôle stratégique, et ça permet de maîtriser les données, les outils et l'éthique. Voilà, bon, les données, les outils, voilà. Et l'éthique devient essentielle pour bâtir des territoires intelligents, durables et inclusifs. Donc, en un mot, l'IA a besoin de l'homme pour pouvoir mieux exécuter sa tâche, surtout dans le domaine des SIG. Parce que, au vu de tous les outils on vient de citer, on a vu que si l'homme n'est pas, par exemple, si un tel logiciel ou même n'a pas donné certaines informations à l'intelligence artificielle, l'IA ne peut pas fonctionner seul. Cependant, l'IA, s'il est bien encadré, ou bien si l'utilisateur, ou bien le responsable SIG suit bien, ou bien maîtrise bien l'intelligence artificielle dans les logiciels, ou bien hors des logiciels, il peut obtenir des résultats assez satisfaisants, mais surtout dans une limite de temps assez satisfaisante. C'est-à-dire, un travail de 10 jours avec l'intelligence artificielle, on peut le faire en un jour. Voilà, moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait des choses assez extra. Surtout avec ChatGPT, ça aide beaucoup. Et avec certains outils IA dans les différents logiciels, comme on vient de les voir. Donc, à tout un chacun de pouvoir mieux s'aventurer dans ce domaine et pousser un peu plus sa curiosité sur les différents outils intégrés. Et pour ceux qui utilisent QGIS, de pouvoir toujours visionner les nouvelles extensions qui arrivent. Et il y a toujours des extensions IA, maintenant c'est la mode, des extensions qui permettent de faire beaucoup de choses assez simples, mais qui sont beaucoup plus concrètes. Donc au final, voilà, donc nous vous invitons aussi à visiter le site internet de notre cabinet, www.geomatiqueofficeservice.com. Sur ce site, on a plusieurs modules de formation et d'accompagnement dans le domaine SIG, statistique,
même intelligence artificielle, mais pour le moment, nous n'avons pas encore mis ça en ligne. Et donc, vous pouvez visiter notre site afin de pouvoir vous enquérir des différentes formations, ou bien des différents services que nous proposons. Donc, nous sommes spécialisés dans le domaine des SIG, la télédétection, l'intelligence artificielle, des formations professionnelles et académiques. On fait aussi des conseils, des encadrements de recherche, des travaux de recherche. On fait aussi des projets de recherche aussi. On en a déjà fait plusieurs, des projets de recherche au niveau national et international. On fait aussi tout ce qui est drone mapping, voilà. Donc, on fait beaucoup de choses, tout ce qui tourne autour des SIG, du numérique, de l'informatique. Donc, pour ceux qui nous fréquentent pour la première fois, vous pouvez visiter le site ou bien me contacter si besoin, afin de pouvoir, si possible, répondre à vos besoins et espérant servir vos préoccupations. Donc, sur ce, je vous remercie. Et puis maintenant, place aux questions. Je vous écoute. Merci beaucoup. Celui qui a une question, il peut lever la main, ouvrir son micro et puis poser la question. Je vous écoute. Celui qui a levé la main, Technospark. OK, merci pour les encouragements. Nous sommes à la phase question. J'ai tenu dans le temps. Donc, on a au moins 1 heure maximum pour bavarder un peu, poser des préoccupations, poser des questions. Voilà. Donc, celui qui veut Oui, poser des allô? questions. Oui, je vous écoute. Allô? Oui, Je vous... bonsoir, docteur. Merci pour la générosité du partage de l'information. Moi, je me nomme Oumarou Baldé. Je suis un D'accord. agent qui travaille dans une société de développement agricole au Sénégal qui s'appelle la Sodagri. Donc, on s'active sur la culture du riz. Maintenant, ce que je voudrais, est-ce qu'on peut, vous pouvez partager le PowerPoint pour qu'on puisse avoir tout, parce qu'il y a des étapes qui nous ont échappé. On était en mobilité, il y a des parties que je n'ai pas pu suivre. Là aussi, je OK. pense qu'on a votre contact, on pourrait discuter en interne pour voir quelle perspective on peut avoir à partir de ce qui est présenté. Effectivement, OK. comme vous l'avez dit, parce qu'on utilise l'IA, on devient plus rapide et on peut faire les tâches de façon beaucoup plus rapide et performante. Donc, je voudrais quand même qu'on échange après, mais surtout avoir le slide qui a été partagé tout au long de cet exposé. Merci beaucoup. OK. Donc, après, je vais vous envoyer, après, hein, je vous envoie les liens de la séance, la vidéo, les résumés et puis le slide, le PowerPoint plutôt, pour que vous puissiez vous intéresser à ça. Et puis voilà, si vous avez des questions éventuelles, posez ces questions-là après ou bien maintenant. OK. Il n'y a pas de problème, c'est compris. Donc, les préoccupations, hein, je prends les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Peu importe les questions qui vous traversent l'esprit, vous pouvez les poser. Il n'y a plus de questions? Oui, Monsieur Wenceslas, vous avez la parole, hein. Vous pouvez poser la question. Oui, Monsieur Wenceslas, vous avez la parole, hein. Vous pouvez poser la question. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis voilà, poser la question. Je disais, voilà, bonsoir et bonsoir à tous et merci pour cette présentation. OK, Euh, bonsoir et puis merci aussi. voilà, au fait, ma préoccupation, moi, je suis dans le domaine de la santé, donc plus précisément en santé publique, donc je suis en formation. Donc, j'aimerais savoir, bon, dans mon domaine de santé publique, là, quels sont les logiciels ou les éléments qui pourraient être utiles pour moi, surtout dans le domaine de l'analyse des données. Merci. OK. OK, donc je vais répondre en même temps, comme les gens posent des questions un peu lentement. D'accord, moi, je suis dans le domaine de la santé. Je suis géographe de la santé, donc voilà, moi, j'utilise beaucoup ça.
notamment au niveau de l'autonomisation des calculs, sinon le fait de calculer de faire mes calculs un peu plus rapidement. Je prends un exemple truc banal. Et même dans la recherche de données, par exemple, je peux demander à l'intelligence artificielle, ça peut être n'importe quel outil, hein, pas forcément le truc dans un truc, même avec ChatGPT, surtout pour ceux qui paient l'abonnement, là, il a beaucoup plus d'options à vous proposer. Si vous avez besoin, par exemple, de certaines informations ou bien de certaines sources de données, par exemple au niveau sanitaire ou bien des données, par exemple, sur, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, tu veux, par exemple, avoir des informations sur le taux, par exemple, le taux de mortalité infantile par rapport, par exemple, à la variole ou bien au paludisme, ou bien à la méningite. L'intelligence artificielle aujourd'hui peut te donner des informations sur certaines pathologies. Une fois que les données sont en ligne, généralement, il va te faire sortir une base de données et tu peux préciser aussi la localité ou bien les localités dont tu as besoin, notamment les données hein, de santé publique. Et donc, ça, c'est un premier avantage. Mais il faut toujours vérifier aussi la source de données parce que, voilà, mais généralement, ils priorisent un peu plus les données de l'OMS et puis les données aussi de la Banque mondiale. Au niveau des SIG, moi, j'utilise beaucoup ça pour automatiser un peu plus, comment dirais-je, mes données, surtout au niveau de la représentation des données. Bon, moi, mes trucs là sont un peu plus complexes hein, parce que quand moi, j'utilise beaucoup ChatGPT, ça dépend souvent aussi des orientations que je donne hein, à l'outil afin de pouvoir me faire ressortir certaines tâches qui seront exécutées un peu plus facilement. Mais je peux prendre, par exemple, je peux lui donner certaines informations, mais certaines localités, et puis avec certaines informations épidémiologiques, et puis lui demander de me faire ressortir, par exemple, les localités où il y a, par exemple, un fort taux, par exemple, de maladie, ou bien un fort taux de prévalence ou bien de mortalité, et puis il me fait ressortir rapidement, et ça me permet aussi de pouvoir regrouper ces différentes données-là dans un fichier Excel, bien sûr, pouvoir après, par la suite, faire des jointures avec des données spatiales et pouvoir réaliser des cartographies de façon rapide et prompte. Donc, tout va dépendre aussi des informations que vous recherchez, mais c'est beaucoup plus en termes de recherche d'informations et en termes de traitement d'informations. Donc, voilà comment j'utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir aller plus vite dans le domaine de la santé, en termes de recherche d'informations et en termes de traitement d'informations. Même étant, par exemple, médecin, si vous avez un cabinet, vous pouvez confier, par exemple, je dis n'importe quoi, la liste de vos patients, en fonction aussi de leur pathologie, ainsi de suite. Et l'intelligence artificielle peut vous permettre de pouvoir donner des orientations dans la prise de rendez-vous ou bien même dans l'orientation que vous pouvez faire par rapport à votre planification au niveau même de la réception des différentes personnes, par exemple des différents patients au sein de votre service. Il peut vous donner aussi des idées afin d'améliorer la qualité de votre service. Moi, j'utilise beaucoup l'IA pour pouvoir aussi améliorer la qualité de mes services. Faire des propositions pour pouvoir mieux améliorer hein, la qualité de votre service au niveau de l'hôpital ou bien du centre de santé. Donc, il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle peut faire. Et nous, au niveau des SIG, ça permet franchement de pouvoir résoudre beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Parce que moi j'utilise ça beaucoup. J'utilise ça beaucoup pour pouvoir avancer. Bon, voilà un peu dans le domaine de la santé, un peu ce que je pourrais dire. Ça permet aussi de donner des orientations stratégiques, hein, notamment, par exemple, à travers les données épidémiologiques que vous avez, vous pouvez donner à l'intelligence artificielle pour vous proposer, par exemple, des stratégies de prévention ou même de lutte en fonction des localités, en tout cas en fonction des données que vous lui donnez. Il peut te proposer des stratégies assez intéressantes, mais tout en précisant le contexte territorial dans lequel vous vous trouvez. Voilà, moi, je pense ça comme ça. Et ces stratégies-là, nous, en SIG, nous, on peut les cartographier. Ça peut être des stratégies de vaccination, ça peut être des stratégies de sensibilisation, ça peut être des stratégies de bien-être, même dans le domaine de la santé mentale, afin d'orienter, par exemple, les territoires là où il faudrait plus agir en fonction des données sanitaires qu'on aura à lui confier.
Donc, ça permet d'orienter, mais comme je l'ai dit, il peut t'orienter, mais toi, étant le spécialiste ou bien étant la personne ressource, tu peux lui donner une certaine orientation aussi, ou bien décider autrement, tout en essayant de prendre en compte ces décisions ou bien ces différentes informations. Donc, c'est une sorte de complémentarité, mais lui t'aide à pouvoir plus avoir des informations afin de pouvoir mieux prendre une décision. Voilà comment moi je conçois la chose. C'est bon? Ok, Quadio Ange Rodrigue a levé sa main. Vous pouvez poser la question. Je vous écoute, Monsieur Quadio. Bon, bonsoir, bonsoir, cher docteur. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Bon, merci beaucoup pour la formation. Je suis Quatuor Rodrigue, suppléant aux eaux et forêts, chargé des cycles. Et j'aimerais savoir, c'est vrai que on utilise un autre logiciel ici, mais j'utilise aussi le logiciel QGIS. Concernant les différentes extensions, là, les extensions sont relatives uniquement qu'au logiciel QGIS, ou bien ces extensions, on peut également les installer sur autre logiciel. Ma deuxième question également, c'est concernant l'IA ChatGPT. Parce que quand nous essayons d'installer, on nous demande aussi de mettre un code d'une carte bancaire. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour pouvoir vraiment s'inscrire, acheter ça, c'est pas par mois ou par trimestre? Ok, donc je vais répondre rapidement. Ok, ce qu'il faut comprendre, les outils que j'ai partagés, comme on est dans une conférence un peu, un peu plus publique, pour des questions de droit d'utilisation, mais des droits d'auteur, raison pour laquelle je n'ai pas trop abordé les logiciels payants comme Aegis, pour ainsi de suite. Sinon, il existe des extensions ou bien des outils IA intégrés à plusieurs logiciels qui permettent de faire la classification ou bien qui permettent de faire les traitements d'imagerie. Il y a plusieurs logiciels même qui ont beaucoup d'outils avancés. Il y a Terra 7 aussi, qui est un très bon logiciel, qui a une bonne capacité. Il y a des machines learning dedans à l'intérieur qui permettent de faire des prédictions d'imagerie. Très bon, peu utilisé, mais très bon. Les gens ne connaissent pas trop ce logiciel, mais très bon logiciel. Donc, les captures que j'ai partagées là, ce sont des outils qui sont spécifiques à QGIS uniquement parce que c'est un logiciel libre. Voilà. Notamment le semi-automatic classification, c'est lui qui fait un peu le traitement d'images satellitaires au niveau de QGIS. Donc, il est assez intéressant. Mais maintenant, c'est devenu un peu plus complexe à utiliser. Mais si tu as réussi à installer, c'est assez intéressant. Là, tu n'as pas besoin de forcément avoir le logiciel Envy, AGIS ou pouvoir faire des classifications. Il génère en tout cas des résultats assez satisfaisants. Et c'est surtout avec des images sentinelles qui ont une bonne précision par rapport aux imageries Landsat un peu plus floues. Donc, ça, c'est un très bon outil. Vous devez installer ça, vous qui travaillez dans le domaine forestier. Il y en a plusieurs, mais celui-là, il est le plus bon, moi, je pense. Voilà. Après avoir utilisé les autres, puis les plus simples et les plus bons. Les autres, il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire des prédictions. Par exemple, vous qui travaillez dans le domaine forestier, il y a des applications, sinon il y a des extensions dans QGIS qui permettent de faire des prédictions. Par exemple, par rapport à deux, trois images dans le temps, à vous projeter, par exemple, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça vous permet de pouvoir avoir, de façon simplifiée, hein, sans beaucoup d'étapage, beaucoup de méthodologie. Ça permet en tout cas de pouvoir avoir des résultats de projection dans le temps. Donc, ces outils que j'ai présentés sont spécifiques à QGIS, mais dans les autres logiciels, il y en a d'autres outils. Mais comme on tend vers l'utilisation des logiciels open source, raison pour laquelle moi j'ai présenté ces captures-là pour vous inciter à utiliser les logiciels open source. Maintenant, au niveau des chats GPT, je pense que moi j'achète mes abonnements avec, il y a plusieurs sources, hein. Il y a la carte bancaire, il y a la carte Visa prépayée que vous pouvez utiliser. Notamment ceux qui sont en Côte d'Ivoire, avec Wave, on peut, comment on appelle, on peut avoir
Moi, je paie mes abonnements souvent avec Wave. Donc, avec la carte virtuelle de Wave, là, la carte virtuelle Visa de Wave, vous pouvez recharger votre carte virtuelle. Je pense que c'est 11 000 ou 12 000, je pense. Vous pouvez payer votre abonnement chaque mois. Donc, le code bancaire qu'on vous demande, ce n'est pas quelque chose de très grave. Ce n'est pas quelque chose pour dire, va prendre ton compte bancaire. Non, non, non. Ton compte bancaire courant sur lequel on te vit ton salaire, il ne faut pas prendre pour faire tes paiements. Parce que sinon, chaque mois, ils vont te couper. Donc, c'est mieux d'utiliser ta carte prépayée Visa, un peu comme les Jamo, bon, sans faire de publicité, Jamo, Perch, hein, toutes les cartes. Il y en a plusieurs maintenant. UBA, il y a Wave maintenant qui est là, il y a MTN, Momo Card, il y a Move qui a là, tout le monde, Orange même a carte Visa maintenant. Donc, la carte Visa, là, n'est pas forcément une carte physique, ça s'appelle une carte virtuelle Visa. Et à partir de la carte virtuelle Visa, vous pouvez payer votre abonnement chaque mois afin d'utiliser les fonctionnalités de ChatGPT. Actuellement, on a ChatGPT 5.2. Donc, je pense que chaque fois, ils font des améliorations sur les services. Donc, c'est un peu ça. Comme je crois, c'est un peu ça la réponse. Merci bien, docteur. Merci bien. Ok. D'autres questions? Celui qui veut poser la question, il ouvre son micro, pose la question. Oui, bonsoir Bonsoir, docteur, docteur. comment vous allez? Bonsoir tout Oui, le ça monde. va bien chez vous. Super bien. Bon, c'est pas une question, c'était pour appuyer, pour donner quelques informations à Monsieur Quadio qui aimerait savoir comment effectuer le paiement. Bon, il y a une application qui s'appelle MyFeda où vous pouvez, comme le docteur l'a dit, acheter une carte virtuelle au prix de 1 000 francs, bien 2 000, mais qui a quand même une marge de somme maximale qui doit être sur la carte. Mais avec ça, vous pouvez quand même acheter. Je crois même que les abonnements de ChatGPT ont un peu baissé. Il y a même l'option de 3 000 francs cette fois et de 15 000 et de 40 000 bon, pour les entreprises et tout. Donc, c'était juste pour apporter plus d'éclaircissement sur ce point par rapport à ça. Merci. Merci bien. Merci. OK. Allô, D'autres bonsoir. questions? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok, merci, docteur. Merci pour cette brillante présentation. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, je pense qu'aujourd'hui, être spécialiste en cycle sans intégrer les outils d'IA, bon, je pense on risque de passer à côté. C'est juste un complément à ce que vous avez dit, parce que je suis ravi aussi de voir que vous partagez tout ce qui est open source, parce que je me bats aussi pour faire la promotion des outils open source. C'est vrai que de prime abord, on a tendance à penser que ces outils-là ne sont pas assez puissants, mais bon, pour avoir utilisé QGIS et toute la panoplie d'extensions que QGIS offre, pardon, ça permet vraiment de faire d'excellentes analyses. En fait, vous avez évoqué TS7. Je voudrais juste informer Monsieur Quadio que TS7 aujourd'hui, on a l'avantage que TS7 Liberia GIS soit open source. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi. Ça permet vraiment de faire d'excellentes analyses et surtout, ça permet de faire des prédictions. Voilà, c'était juste un apport en plus de ce que vous avez eu à dire. Merci. Merci bien, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, donc vous l'avez vu, lui, là, il utilise déjà T7. Pour ceux qui ne connaissent pas T7, bon, je pense qu'après, dans le groupe, là, il va envoyer le lien de T7 ou bien l'image ou bien l'information pour voir ceux qui veulent télécharger, vont se télécharger, puis vont installer. Donc, il y a beaucoup de logiciels comme ça. Il y a des logiciels comme Snap, pour ceux qui travaillent sur les imageries radar. Snap, comme ça, lui permet de traiter les imageries radar. Mais aujourd'hui, il y a des intégrations d'IA qui permettent de facilement faire les traitements. Donc, ces outils-là, ce ne sont pas des outils qui sont perceptibles comme ça, hein. Ce sont des outils que souvent vous faites la recherche sur Internet et puis vous découvrez l'outil. Et c'est des petits outils qui permettent de faire des travaux assez intéressants. Moi, j'utilise ça beaucoup. Il y a beaucoup d'outils, mais souvent j'oublie, mais souvent aussi il y a des nouveaux outils que je découvre, que je teste. Alors la particularité de ça aussi, il faut tester, il faut apprendre à tester les outils afin de pouvoir savoir quel outil fait quoi, quel outil fait quoi, et comme ça sera plus facile. Comme il a dit, les données open source, les logiciels open source, aujourd'hui, on ne veut pas dépenser, mais on veut avoir beaucoup. Donc, à quoi bon c'est d'aller taper un logiciel
avec une licence de, je dis n'importe quoi, hein, 1000 $ ou bien 600 $ par an, alors que tu as presque les mêmes résultats avec QGIS avec 0 $. Donc, aujourd'hui, surtout dans nos pays en développement, on n'a pas dit que nous sommes assez nantis pour pouvoir se procurer ces licences-là. Surtout même que nos dirigeants ont du mal à pouvoir euh, payer des licences pour les universités que nous fréquentons. Donc, les open source permettent, OK, TerraSet, vous pouvez mettre le nom de TerraSet dans le chat, hein, pour ceux qui sont intéressés, ils vont aller consulter TerraSet dans le chat. Voilà. OK, comme je viens de voir ça dans les trucs. Donc, aujourd'hui, là, on a la possibilité d'utiliser beaucoup de logiciels open source. Et surtout, il y a beaucoup de données qui sont open source maintenant. Les données avant qui étaient cachées, les images satellitaires, les données, il y a beaucoup de données qui sont venues en open source. Les données climatiques sont en open source aujourd'hui. Il y a des logiciels tels que, comment on appelle, un logiciel là, qui permet de traiter les crues. Il y en a tellement. Il y a tellement de logiciels open source aujourd'hui et de données open source qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un utilisateur SIG et puis ne pas pouvoir utiliser ces données open source. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les données open source et les données payantes. C'est presque les mêmes. Seulement que les gens, il y a d'autres qui veulent, voilà, peut-être les entreprises, on peut dire, qui ont assez de moyens, qui veulent avoir de la contenance. Voilà, c'est ceux-là qui veulent généralement utiliser les données payantes. Je pense que ça va vous aider. Des questions, d'autres questions? D'autres questions? Posez la question, hein, peu importe les questions, même si ce n'est pas dans le domaine SIG, mais quand même posez la question. Bon, docteur, Oui, oui. souvent, il arrive qu'on soit un peu frustré parce que il y a des personnes qui ne sont pas du domaine des SIG, c'est-à-dire n'ont pas une formation en cycle, Mhm. qui ne savent pas comment ils arrivent à générer des productions, des images, j'appelle ça des images, et qui viennent présenter souvent à nos réunions de direction, nos CGL. Et lorsqu'ils présentent vraiment, ça me laisse beaucoup sur ma soif parce que les données ne sont même pas géoréférencées. Comme l'avait expliqué tout à l'heure, les coordonnées ne concordent pas. Bon, dans ce genre de figure-là, est-ce que vous avez déjà observé ce genre de cas au sein d'une conférence, au cours d'une conférence comme ça? Et quel est le conseil que vous pouvez nous donner, voilà, dans ce cas d'espèce-là? Ouais, c'est toute la problématique des IA aujourd'hui, hein. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde veut quelque chose sans forcément savoir comment la personne a fait pour obtenir les résultats. Lui, c'est le résultat lui veut. Si tu as pris l'eau pour faire, mais tu as pris quoi pour faire, lui, ce n'est pas son problème. Lui, c'est le résultat lui veut. Le problème, c'est que les décideurs, généralement, n'ont pas trop de connaissances dans tout ce qui est SIG, cartographie. Donc, en termes de sémiologie, en termes de trucs, tout ce qui est normes cartographiques, c'est un peu difficile pour eux. Parce qu'ils pensent qu'il s'agit de juste avoir l'image et c'est tout. Mais s'ils sont dans un monde de profanes cartographiques, c'est normal qu'ils acceptent ça. Maintenant, c'est à vous de pouvoir débattre pour convaincre votre responsable pour dire que ce qu'il a présenté là, c'est pas le réel bon, c'est pas le bon résultat et que c'est faux. Et de pouvoir lui prouver que c'est un mauvais résultat et voilà le résultat qu'on peut obtenir. Moi, je pense que c'est la solution. Parce que aujourd'hui, comme ça, vous voyez, avec tout ce qui est Gemini, tout ce qui est. On prend des logiciels aujourd'hui pour faire beaucoup de choses. Les infographes, ben, les infographistes qui faisaient avant des affiches avec les logiciels comme Photoshop, Adobe Illustrator. Aujourd'hui, là, tout le monde prend Gemini ou bien ChatGPT même pour faire des affiches. Mais est-ce que les gens se sont plaints pour dire que les affiches ne sont pas bonnes? Le problème va se trouver maintenant au niveau maintenant des erreurs qui seront détectées sur les affiches. Et les connaisseurs vont dire non, même si ça a été fait avec intelligence artificielle, nous on aimerait que ce soit comme ça, comme ça, comme ça.
Maintenant, ça va dépendre aussi des compétences que vous allez faire valoir ou bien de comment est-ce que vous allez contester les résultats. Parce que on est aujourd'hui en compétence avec les machines. On n'est plus en compétence avec nous-mêmes ou bien avec les autres, ou bien contre les autres, ou bien truc, mais on est en compétence avec les machines. Et donc, les machines, à un certain moment, plus au fur et à mesure, les machines arrivent à atteindre la perfection. Aujourd'hui, ils ne maîtrisent pas les coordonnées, mais dans quelques années, je vous dis, ChatGPT sera capable de pouvoir réaliser des cartes fiables. Pour le moment, il fait des choses pas fiables. Maintenant, c'est à vous de défendre pour dire que c'est vrai, l'image est là, mais les coordonnées ne sont pas exactes. Donc, si on veut se baser sur ça pour faire une analyse, ce n'est pas intéressant et on ne pourra pas avoir de bons résultats. C'est à vous de défendre le produit qui est sorti, c'est-à-dire soit lutter contre ou bien soit accepter. Voilà, moi, c'est la solution. C'est des débats, quoi. Et puis voilà, prouver que le résultat n'est pas bon. Pour convaincre, pour dire que, par exemple, la localité est située, par exemple, à tel degré, alors que quand vous voyez la carte, là, on est à 40 degrés, latitude nord, 60 degrés, longitude temps. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans le même repère. Donc, c'est une carte qui est fausse. Donc, si une fois que les gens ont vu que l'erreur a été détectée, automatiquement, on dira que, bon, ce n'est pas un bon résultat qu'il va falloir répondre. Mais si vous ne dites rien et que vous vous laissez impressionner par le matu vu, bon, eux aussi, ils vont s'asseoir, ils vont convaincre aussi, puisqu'ils savent qu'ils ne connaissent pas grand-chose, ils vont les convaincre à ce qu'ils puissent accepter les résultats qu'ils ont pu obtenir, même si ce n'est pas des résultats réels. Aujourd'hui, là, pour pouvoir faire la cartographie, là, les gens ne sont plus obligés de faire l'université. Comme bon, nous, comme ça, on a fait la géographie, mais certaines sciences qui ont un rapport avec la géographie, comme les sciences naturelles. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des cartographies, même étant des techniciens en RH, ou des techniciens en informatique, avec les différents outils qu'on a. Mais comme ils ont la maîtrise de tout ce qui est codage, ainsi de suite, ils arrivent à faire des cartographies. Mais c'est vraiment que le problème va se trouver soit au niveau de l'interprétation des données ou bien au niveau même de la présentation de l'information géographique. Vous allez voir que ces gens de personnes-là, lorsqu'ils présentent ces produits-là, ils ne vont pas en profondeur. Ils présentent de façon superficielle la cartographie ou bien l'information parce qu'ils savent qu'ils ne maîtrisent pas réellement le domaine de la cartographie. Bon, voici un peu comment vous devez vous positionner. Moi, j'ai eu à faire plusieurs débats comme ça. Hein, voilà. Moi, j'ai fait plusieurs, peu importe ton âge, peu importe ta profession, peu importe ton niveau. Si je vois que quelque chose n'est pas bon, moi, je me lève et puis je dis c'est pas bon. Et puis, je donne mes arguments jusqu'à ce qu'ils te convainquent, à ce qu'on puisse changer, ben, on reporte le résultat. Donc, ne vous laissez pas influencer. Basez-vous sur vos compétences et vos connaissances afin de contrecarrer tout ce qui est fausseté. Donc, c'est un peu le conseil que je peux vous donner. Merci, docteur. Ok, monsieur Kone a levé la main. Vous avez la parole. Monsieur Kone a la parole. Il peut poser sa question. Monsieur Kone. Monsieur Kone est là. Il a levé la main. Oui, oui, oui. Vous m'entendez, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, monsieur. Ok. En fait, il y a une série de questions. Mais la première question concerne le rapport qu'on pourrait faire entre la géographie, la géomatique et puis l'IA. Est-ce qu'il y a un rapport qu'on pourrait faire entre ces trois éléments-là? SIG et IA. Bon, c'est simple, hein? C'est simple. Voilà, c'est simple, c'est très simple parce que si tu as des connaissances en géographie, ce qui veut dire que tu as des connaissances sur tout ce qui est espace, sur l'espace, les composants de l'espace, au niveau de l'environnement. Ça peut être ton environnement immédiat, ton environnement national, local. Et donc, si tu allies ça avec les SIG, tu as une meilleure compréhension et une meilleure connaissance du territoire que tu es en train de cartographier. Ça, c'est la liaison entre la géographie et les SIG. Meilleure compréhension et connaissance de l'espace qu'on cartographie. Pourquoi c'est important? Parce que, supposons que tu cartographies une zone. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu cartographies, par exemple,
une zone forestière. Je prends un exemple, à Beauville ou bien ça peut être Tia-Salé ou à Beauville, supposons à Beauville ou bien Jacquesville, des trucs comme ça. Et tu as fait la géographie, tu sais que dans telle zone, c'est-à-dire au nord ou bien au centre ou bien au sud, à l'ouest, tu sais que dans telle zone, c'est une zone forestière. Et puis tu fais un traitement d'imagerie et tu constates que dans cette zone-là, tu ne détectes pas de forêt. Tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est réellement dans la zone-là que je suis? Parce que quand tu consultes la géographie de cette zone-là, même si les forêts ont été absorbées, mais les forêts ne peuvent pas être absorbées à 100%. Il y a toujours des forêts, ou bien il y a toujours une grande partie qui va rester. Une zone forestière reste toujours forestière pour le moment, même si elle a été beaucoup dégradée. Donc, la géographie te permet de savoir si réellement l'espace que tu es en train de cartographier là est réellement existant ou bien les données que tu es en train de traiter sont des données qui sont relatives à l'espace. Ça, c'est le lien entre la géographie et les SIG, meilleure compréhension de l'espace. Si on fait le pont en allant maintenant vers l'intelligence artificielle, comme on a dit, l'intelligence artificielle, il ne vient pas pour faire beaucoup de choses. Lui, il vient automatiser ou bien il vient rentrer dans la prédiction de l'espace. Par exemple, tu as une zone urbaine, par exemple, comme Abidjan, ben Yamoussoukro, ben Djibouti, ben Tchibissou, ça peut être Dakar, ça peut être Niamey, ça peut être Accra, ça peut être. Et avec les outils SIG qui permettent de faire des prédictions maintenant, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu te rends compte que, par exemple, tu as fait ta prédiction. En 1990, on avait 2 hectares d'habitation. En 2010, on avait 10 hectares d'habitation. Et puis, tu te rends compte qu'avec l'outil que tu viens pour faire la projection, tu vois que le résultat sort et puis ça te ramène à 7 hectares d'habitation. Donc, on a reculé de 3 hectares. Sachant bien que l'habitation progresse au fil et à mesure. Donc, ça va te faire des questionnements. Ça va te poser des questions, mais l'espace que moi je connais là, par exemple, j'ai fait le traitement de 90, j'ai fait pour 2010. Et puis en 2025, moi, je vois que la ville a évolué. Et puis, il me dit qu'il n'y a pas, normalement, il doit avoir peut-être 15% ou bien 15 hectares. Au lieu de me donner un chiffre un peu plus élevé, il me ramène à 7 hectares d'habitation. Tu vas te dire automatiquement que ce n'est pas juste. Et effectivement, ce n'est pas juste parce que quand tu observes les imageries ou bien tu observes, par exemple, l'évolution de la zone, tu te rends compte que l'espace est en train de changer ou bien l'espace va changer. Parce que l'espace, dans sa fonctionnalité, ça change, ça se transforme. Rares sont les espaces, sauf s'il y a des catastrophes naturelles qui dégradent, c'est-à-dire qui régressent en termes d'habitation, mais en termes d'occupation des sols. Tous les espaces évoluent. Que ce soit les villages, les hameaux, les campements, tous les espaces sont faits pour évoluer. Parce que tant que l'homme se multiplie sur la Terre, les espaces évoluent. Donc, tu ne peux pas avoir des espaces en régression, sauf si ces espaces sont abandonnés, ou bien par faute des catastrophes naturelles, ou bien des catastrophes sociales comme la guerre, qui peut empêcher une évolution de l'espace. Donc, faire la géographie, c'est aussi faire l'histoire de la zone, l'historique de la zone, pour mieux comprendre le territoire et afin de mieux se positionner à travers l'intelligence artificielle pour mieux faire les prédictions. Tu vas faire une cartographie, par exemple, tu vas au Danemark, on te dit, bon, tout à l'heure, on te donne une carte, il faut faire une carte du Danemark. Si tu ne connais pas la géographie du Danemark, ça sera compliqué pour toi de pouvoir faire la cartographie. Et si tu ne connais pas aussi la cartographie du Danemark, tu ne pourras pas faire des prédictions ou bien des manipulations avec l'intelligence artificielle pour te projeter dans le temps. Donc, si tu n'as pas de géographie, ça sera difficile pour toi de mieux maîtriser l'espace ou bien le territoire. Donc, la géographie, c'est indispensable et c'est un élément, on peut dire, basique, moteur même, de tout ce qui est SIG. Quand tu es géographe, c'est un peu plus intéressant. Même quand tu as des notions en géographie, c'est plus intéressant quand tu fais les SIG parce que tu comprends mieux et tu es bien convaincu par rapport aux résultats que tu produis. Donc, voilà un peu le lien que je peux établir entre ces 3 éléments. D'accord, merci, monsieur. Monsieur, l'autre question, c'est de savoir comment est-ce que l'IA pourrait nous aider pour pallier très souvent au manque de données ou bien à l'accès difficile aux données de population concernant certaines zones. Est-ce que l'IA Bon, peut nous aider à pouvoir
pourra accéder à certaines données, population par exemple. Ouais, l'IA peut aider, l'IA peut aider, seulement que le problème, comme je l'ai posé, ça sera au niveau de la source de données. Ça sera au niveau de la source de données, c'est-à-dire que les données peuvent, il peut y avoir des données qui vont être proposées, mais c'est souvent la fiabilité des données qui pose problème. Mais si tu as donné des informations et qu'il a précisé la source, et que la source là, elle est institutionnelle, ou bien elle est vraiment issue d'une source internationale, ça peut être OMS, ou bien les sources onusiennes, ou bien les sources gouvernementales, en tout cas des sources officielles, il n'y a pas de problème, c'est bon. Moi, j'utilise ça souvent pour collecter des données, voilà, climatiques et autres. Et puis bon, il me donne la source des données. Et quand il va vérifier aussi, il voit que c'est vraiment ça. Donc, dans la collecte de données, l'intelligence artificielle peut aller rapidement pour pouvoir nous aider à faire la collecte de données. Mais en Afrique, comme les données ne sont pas toujours en ligne, c'est le problème qu'elle a. Sinon, pour ceux qui sont en Europe, par exemple en France, qui travaillent avec les données de l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut statistique, quand ils tapent données INSEE de tel département en France, par exemple Roubaix, des trucs comme ça, il va te faire sortir et puis il va te préciser le site ou bien la source. Et puis voilà, tu pourras aller consulter les données. Donc, une fois que les données sont en ligne, c'est plus facile pour l'IA de pouvoir te fournir ces données-là rapidement. Mais si ce n'est pas en ligne, ça sera un peu difficile. Souvent, il est obligé d'inventer des données pour te donner. Donc, toujours est-il dit qu'il faut contrôler les données, faire un contrôle qualité données avant de pouvoir les utiliser pour pouvoir les cartographier si possible. Ça va. Une dernière question, si vous me le permettez. Je vous écoute. Allô? Je vous écoute, je vous écoute. Monsieur, dans un cadre scientifique, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait prendre les données fournies par l'IA pour travailler, par exemple? C'est-à-dire, on se base uniquement sur les données fournies par l'IA pour effectuer un travail scientifique. Comme je le disais tout à l'heure, là, ça dépend de la source de la donnée. Si tu as une donnée où tu as dit, par exemple, fais-moi ressortir les données pour telle localité, même pour tel pays. Mais si tu as fourni la donnée et qu'il t'a donné la source de la donnée et que cette source-là, elle est vérifiable et elle est fiable, quand tu vas aller faire tes travaux scientifiques, à toi de préciser la source de la provenance des données. Le problème va se trouver au niveau de la provenance. Ils vont te demander la source. Quelle est la source des données? Là, il y a un problème. Si tu n'arrives pas à préciser, là, il y a un problème. Et tout ce qui est démarche scientifique, on te demande toujours la source. La source, la source, la source. Et donc, il faut d'abord savoir si la source, elle est fiable. Si elle est fiable, OK. Si elle n'est pas fiable, il faut laisser. Vaut mieux aller prendre les données de terrain, voilà, et puis venir mettre dans ta base de données. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'IA aussi, tu peux lui donner tes données de terrain pour lui dire qu'il faut enregistrer ces données-là, parce que ce sont des données que j'ai collectées sur le terrain pour telle localité, dans le cas de temps. Lui, il va enregistrer. Le jour, par exemple, tu as besoin de certaines données, de ces mêmes données-là, il peut te faire ressortir ces mêmes données, ou bien en fonction de, par exemple, de la proximité des localités, ou tu peux lui demander, il va faire des estimations pour te donner les données qui n'existent pas pour certaines localités que tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir fournir les données. Comme on le dit, il apprend des données que tu lui donnes. Voilà. Si tu n'as pas motivé l'IA avec certaines données, ou bien si ces données n'existent pas sur Internet, il ne peut pas te fournir. Souvent, on va te dire, désolé, je n'arrive pas à trouver ces informations. Mais si les données sont bien entretenues dans la base, c'est plus facile pour lui de pouvoir développer. Donc, tout va dépendre de la source de tes données. La source de tes données. Dans le milieu scientifique, là, je pense que c'est plus intéressant d'utiliser la démarche. Moi, je pense que c'est la démarche parce que si tu utilises les données, ça sera difficile pour toi de pouvoir justifier souvent les données de l'IA. Mais la démarche, l'IA aide beaucoup au niveau de la démarche. Par exemple, tu peux demander comment calculer tant, mais comment faire telle chose, comment il peut calculer mon échantillon pour pouvoir faire tel travail. Il va te donner la démarche. Et cette démarche, maintenant, c'est à toi maintenant de pouvoir implémenter ça au fur et à mesure dans ton logiciel SIG pour pouvoir faire tes calculs. Lui, il est très efficace au niveau de la démarche. Et tu peux lui demander même une source scientifique de la démarche qu'il te donne pour que tu puisses aller vérifier la source scientifique de la démarche qu'il te donne. Là, il n'y a pas de problème. Là, il est très bon dedans. Mais si c'est au niveau des données, si ce n'est pas des données institutionnelles, internationales, ou bien des institutions
national ou bien d'un pays bien précis, ça sera difficile pour toi d'avoir des données de qualité. Donc, il faut mieux faire la part au niveau de la source des données. Merci, monsieur. OK, d'autres questions? Une dernière question, s'il vous plaît. Ouais, Euh, J'aimerais posez la savoir si au question. niveau de votre cabinet, vous donnez des certificats. Oui, actuellement, on fait des formations certifiantes parce Ouais. que nous sommes en train de créer la collaboration avec un groupe français, le groupe français qui est leader dans le domaine SIG en France, notamment Cyril Group, qui est Hmm. fournisseur de logiciels SIG, Géo. Vous pouvez taper sur Internet Cyril Group et puis avoir des informations sur le groupe. Donc, nous sommes en train de créer la collaboration. Donc, pour le moment, nous faisons des formations certifiantes avec des certificats, mais par la suite, qui seront consolidés par la filiale de Cyril Group France, qui va permettre de pouvoir aussi donner accès à certains de ces produits, parce qu'ils ont des produits, ils ont des logiciels en SAS. Les logiciels en SAS sont des logiciels un peu qui fonctionnent avec Internet. Voilà. Un peu comme les Hadis pour, ils ont des logiciels en SAS qui permettent de faire des traitements un peu similaires aux logiciels de trucs Esri. Ils sont un peu comme Esri, mais seulement qu'ils sont français. Donc, nous sommes en collaboration pour le moment, on n'a pas encore bien établi, mais nous faisons des formations certifiantes. Si vous visitez notre site Internet, vous allez voir les formations certifiantes et les OK. formations aussi par logiciel. On fait des formations par logiciel. On fait aussi des formations personnalisées, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent apprendre tel logiciel, mais savoir faire tel. Vous pouvez nous contacter en fonction de vos besoins et puis on peut faire des formations taillées sur mesure en fonction de vos besoins. Et puis voilà, ici les honoraires qui accompagnent. OK. Sinon, ça va beaucoup nous aider, nous, parce que nous sommes beaucoup exploités, hein. Alors, comme on n'a pas de. Voilà, franchement, il faut dire, ils sont beaucoup exploités. Ça va nous aider D'accord. vraiment. Merci bien. Pas de problème, c'est compris. Pas de souci. D'autres questions? Si vous avez des questions, posez-les. On a jusqu'à 22 heures pour terminer la Oui, session. je peux revenir. Oui, posez la question, je suis là. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de logiciel de traitement d'image, je pense que Oui, satellitaire. Vous avez parlé de oui. Terra. Donc, je disais, est-ce que vous pouvez mettre le nom complet dans le chat et s'il y a un lien qui pourrait nous orienter pour pouvoir télécharger le logiciel? OK. Bon, attends, je vais sortir de mon partage. Terra 7. Terra 7. Je vais voir. Terra 7. OK. Un instant. C'est Terre 7 plutôt. À Terre 7. Je viens de mettre Je, le lien dans le chat. Il peut directement je vous mets le télécharger lien. pour... Ouais, Voilà. je vous mets le lien dans le chat. OK. Non, j'ai mis le lien dans le chat. Ah, d'accord, OK. Pas de problème. Donc, c'est que les gens ont ça. Mais je vais remettre OK. aussi pour ceux qui tuent. Et puis, je vais mettre ça dans le groupe. Ah, comme ça, ceux qui ont besoin Oui, de oui, ça. dans le groupe, oui. Ah, c'est le même lien. OK, merci. Je pense que C'est un là, logiciel, c'est un ça a logiciel l'air de facile. voilà, plaque. Voilà, c'est très intéressant. Un peu complexe, mais c'est bon. Quand tu le maîtrises, c'est assez intéressant. OK, OK. Merci. Voilà, je viens de mettre ça dans le groupe WhatsApp, là, pour ceux qui sont dans le groupe. OK. Des questions, des préoccupations, je suis ouvert. S'il n'y a pas de préoccupations, on va se dire
à la prochaine. Dans 3 mois, on aura encore une autre conférence gratuite. Je pense que peut-être ça sera avec le groupe français Cyril Group qui va pouvoir, conjointement, on va animer une conférence sur les produits de leur société et puis poser des questions aussi sur tout ce qui est innovation et développement SIG. Et ils sont un peu plus avancés, donc on va se coller à eux pour pouvoir aussi avancer au niveau de la technique afin de pouvoir faciliter nos travaux. OK, donc s'il n'y a plus de questions, je pense que on va s'arrêter là. En tout cas, ce fut un moment intéressant de partage. Je pense qu'il y en aura d'autres. On aimerait vous voir aussi au niveau de nos différentes formations. Ce sont des formations qui ne sont pas chères. Vous voulez venir profiter aussi de notre expérience et de notre savoir-faire. Vous ne serez pas déçus. Il y a plusieurs parmi vous qui ont déjà eu à bénéficier de nos formations. Vous pouvez nous contacter pour d'autres mêmes activités parce que nous faisons aussi nous réalisons en termes de consultance des projets de recherche. On en a fait au Togo, en Côte d'Ivoire. On fait beaucoup de choses. Donc, vous pouvez nous contacter dans les différents domaines que vous voulez. Où il y a SIG, nous, on est là. Voilà, informatique, SIG, développement des sites web, applications web, applications mobiles. Bon, on fait un peu de tout. Voilà, donc nous sommes là, nous sommes ouverts. Peu importe le domaine d'activité, hydrologie, agriculture, élevage, drone mapping, on fait un peu de tout. Voilà, donc nous sommes disponibles. Et vous pouvez me contacter sur les différents, par mail ou même par WhatsApp. Si vous avez des préoccupations un peu plus privées, alors vous pouvez nous contacter et puis on va se charger de vous accompagner pour vos besoins. Donc, sur ce, je vous remercie et puis voilà. On est dans le groupe. Après, je vais vous reverser dans le grand groupe de géomatique afin que vous soyez informés des différentes formations ou bien des différentes activités ou bien des différents partages. Souvent aussi, on fait des partages de postes, des appels à candidature pour ceux qui sont intéressés, souvent aussi des ouvrages. Donc, on met le groupe. Ça s'appelle un groupe de partage. Voilà, donc on va vous intégrer après pour ceux qui seront intéressés. Donc, sur ce, je vous remercie. Portez-vous bien et puis voilà, on se dit à la prochaine en espérant de se revoir. Merci beaucoup et puis bonne soirée à Merci à tous. vous. Merci bien. Merci bien.